Bonjour. Je vais vous parler des déterminants des déchets des ballons actifs dans les patients, dans les traitements des lésions fémoro-poplitées. C'était une étude récente qui est sortie en novembre 2022. En fait, on utilise fréquemment les drug-coated balloons pour le traitement des maladies fémoro-poplitées. Il y a une perte de perméabilité chez 10% des patients dans les 12 mois qui suivent et on comprend. Il y a une petite compréhension de la mécanisme sous-jacent. Il faut étudier les déterminants de l'échec de coated balloons dans les maladies fémoro-poplitées. Les méthodes, c'est une étude rétrospective. Ils ont eu 4 études qui étaient faites dans 83 sites dans 17 pays. Ils ont utilisé qu'un seul ballon actif, c'est le ballon métronique DCP Impact Admiral. Et tous les participants, ils étaient sur traitement double agrégant plaquettaire au moment de l'intervention. Et un mois après, s'ils ont reçu que la dilatation par ballon active, aux 3 mois, s'ils ont eu un plantation de stent. L'analyse angiographique c'était fait dans un laboratoire indépendant et était lue par 3 chirurgiens vasculaires aussi indépendantes. Et les analyses statistiques aussi étaient effectuées dans une manière indépendante. Les endpoints de l'étude, c'est de savoir l'échec de coated balloons. Elle est définie comme la perte de perméabilité primaire pendant les premières 12 mois. Et la perméabilité primaire, c'est l'absence de révascularisation de la lésion d'origine clinique avec des symptômes ou les diminutions de la ABI de plus de 20%. Et le deuxième endpoint, c'est le restinose binaire. Il est défini comme un vitesse systolique au-dessous de 2,4 qui est obtenu par une échographie Doppler ou un sténose au-dessous de 50% sur l'angiographie. Les résultats, en fait, 557 patients ont été inclus dans cette étude avec des lésions uniques et une échographie Doppler validée par un laboratoire central à 12 mois qui était faite. L'âge moyen, c'était 68 ans. Il y avait 67% des patients qui étaient des hommes. L'hypertension, elle existe à 87% des malades. Et l'hyperlipidémie, c'était dans 76% des patients. Et 40% sont diabétiques. Et à peu près 90% des malades qui étaient inclus dans l'étude, c'était à une catégorie Rutherford entre 2 et 3. Et les caractéristiques angiographiques et générales de la tube, 90% des cas, c'était de nouveau. Il y avait à peu près 50% des lésions qui étaient complètement occlusion complète. Il y a le référence vessel diameter, c'était 4,66 plus ou moins 83. Et les lésions, le longueur des lésions, c'était 16,3. Et 80% des lésions, elles étaient passées dans le vraie lumière. Et 19%, c'était symptomatique. Le pourcentage de stenting, c'est combien selon vous? Ils ont exclu les stenting. Ils ont exclu les stenting parce que là, il y a provisional stenting tolerage. Mais ils ont exclu les stenting tolerage. Ils ont exclu donc 115 patients. Ouais. Pourquoi ils ont exclu les stenting? Parce que vous voyez, regardez juste sur le les résultats, en fait, on regarde 3 facteurs qui contribuent à l'échec de la côté de balance. C'est la sténose résiduelle après l'angioplastie à 30%. Si le malade il est en Rutherford classification catégorie plus de 3, et ici il a une petite référence, un diamètre petit par rapport aux références vasculaires, diamètre et opératif. Et ça, c'est le résultat des facteurs, en fait, avec le perte le pétencillose, perte de perméabilité, le résidual sténose, au-dessus de 30%, c'est le seul facteur
qui augmente le chance de perte de perméabilité. Et le binary sténose, c'est le résidual sténose au-dessous de 30%, et c'est le référence, l'artère elle est en dessous de la référence de vasculaire diamètre, et sur le traitement de vessel directed treatment, c'est le residual sténose au-dessous de 30%, et si le patient il est Rutherford, catégorie plus 3. Le sténose résiduel au-dessous de 30% est associé avec un risque de perte de perméabilité au sténose binaire, et les clinical directed target lesion revascularization à 12 mois. Et le référence vessel diamètre plus petite que le référence, et le Rutherford au-dessous de 3 était associé avec un risque de résisténose binaire, et le traitement clinical directed target lesion. Il n'y a pas de définition universelle de la complexité de l'OMI. Les définitions qui existent, en fait, elles sont basées sur le critère principal de la longueur de la lésion et le degré de sténose, on va dire sténose serrée ou occlusion. Et c'est des prédicteurs qui sont indépendants de la perte de perméabilité et la résisténose. La perte de perméabilité et le eurosténose, c'est un résultat d'imagerie. Par contre, le clinical directed target lesion revascularization, c'est un critère clinique déterminé par les symptômes du patient et associé avec la présentation clinique et un sténose résiduelle au-dessous de 30%. Il y avait plusieurs caractéristiques considérées comme qui contribuent à la complexité de lésion, ce qui n'est pas prédictif à l'échec de angioplastie avec un ballon actif. C'est la longueur de la lésion, parce qu'ils ont exclu toutes les lésions au-dessous de 20 cm, le degré de calcification, s'il y a une dissection ou pas, et la pose de notre prothèse provisoire. Les limitations d'études, elles n'ont pas exclu l'influence de facteurs de confiance. L'analyse s'était concentrée sur un seul type de drug-coated balloons. Cette analyse ne peut pas évaluer les facteurs prédictifs à l'échec après l'utilisation d'angioplastie. Et l'endoprothèse provisoire a été utilisée avec des lésions longues plus de 20% qui étaient exclues de l'étude. Et la mode d'échec de drug-coated balloons dans ces lésions reste à étudier. En conclusion, la perte de perméabilité de traitement avec de ballons actifs a été déterminée par les caractéristiques de procédure et les facteurs cliniques. Le sténose résiduel au-dessous de 30%, le petit diamètre de vaisseau, et le classe Rutherford plus de 3 considéré comme un prédicteur d'échec de drug-coated balloons treatment. La présentation des caractéristiques de la lésion détermine les résultats favorables ou pas favorables avec l'utilisation de drug-coated balloons. Merci beaucoup. François Besson. Merci. Je ne peux pas encore tirer ça a été pas très gaffe à faire il faut qu'on ait limité déjà des lésions de moins de 15 cm. Après, c'est bien pour les petites lésions. C'est pas étudié dans les grandes lésions. Et effectivement, Par rapport à ce qu'on traite habituellement, oui. on traite des lésions plus lourdes. Oui. Et après, par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas mal d'occlusion. C'est 5%. Ouais, quand même, c'est bien de l'avoir montré parce que. Il y a un autre aussi élément, c'est assez équilibré entre hommes et femmes, pour une fois. Non, c'est 70% des hommes. Ouais. 67. Ouais, c'est pas si haut que ça. Et 40% de diabétiques. Je remarqué que le diabète n'apparaît pas influencer quoi que ce soit, encore une fois. Alors que ça influence sur les coronariens, sur les périphériques, sur la fémorale, ça n'a aucune influence. C'est assez bizarre. Et même le smoking. Le smoking, après, c'est toujours pareil, pour les définitions. D'autres questions, Romain? Marie?
Non, non, mais je n'ai pas de remarque. Je trouve ça assez intéressant parce que ils ont en fait, la conclusion, c'est que pour les 30% de sténose résiduelle, il y a de bons résultats. Ouais, sur la perte de nerf pulmonaire, sur le sténose et le clinical direct. Alors, c'est intéressant à deux niveaux, au niveau fondamental et au niveau clinique pratique. Au niveau fondamental, parce que la sténose, en fait, il y a un effet, ça s'explique à la fois par un phénomène mécanique, c'est le recoil, c'est ces fameux 30% d'ailleurs, et par des problèmes de prolifération et d'émigration cellulaire. Et en fait, là, on se rend compte que la mécanique, quand il n'est pas maîtrisé, on est en échec. Et la conséquence pratique de tout ça, c'est comment on évalue dans l'école. Comment on évalue ces 30% opératoire en pratique quotidienne. Donc, on parle de pratique. Comment on évalue la plupart d'entre nous, en pratique quotidienne, on fait une artériographie, c'est tout, dans un plan. Et en fait, on n'évalue pas ces 30%. On ne fait pas d'IBUS, on ne fait pas de QFR, on ne fait pas de rien du tout. On n'évalue pas ces 30% de façon correcte, en fait. Et je pense qu'on passe à côté de pas mal de patients qui ont 30% de recall, de recall immédiat. C'est le problème, en fait, pratique de l'évaluation de la préparation des soins. C'est donc, je pense que c'est un vrai souci pour l'utilisation des décès. Il y a un autre point qui continue un petit peu. Il y a un autre point aussi qui est passé un peu là, mais qui est presque significatif. Vas-y, avance encore. Ouais, c'est là. C'est le Geographic Nice. Alors, Ouais, avec le point de perméabilité. Ouais. On n'est pas loin vous savez ce que c'est le Geographic Nice? Lorsqu'on prépare un vaisseau sur, par exemple, 10 cm, on doit mettre un ballon actif de 12 cm qui doit être un peu plus long que le vaisseau. Et si le ballon actif ne matche pas exactement la zone de préparation, c'est-à-dire que si on est un peu trop en aval ou un peu trop en amont, on a une zone qui a été préparée pour angioplastie mais qui n'a pas été traitée. Et cette zone-là, c'est une zone en fait qui a été dilatée d'angioplastie mais sans droite parce que le ballon a été mis plus haut, plus bas. Et c'est ce qu'on appelle le géographique misséval pour le système actif aussi. Et c'est souvent sous-évalué. Alors dans les études cliniques, il y a des réglettes, donc on se trompe moins. Et pareil, en pratique quotidienne, on n'a pas ces réglettes-là et des fois, on peut un petit peu glisser en amont ou en aval et perdre cette zone. Et ça, on voit que même dans les études cliniques, ça sort ça. Donc ça, c'est aussi un point important pour la pratique. Mais que ce soit les systèmes actifs que le ballon qui Bon, bah, merci, Anne.